Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter l'entreprise ID3 avec notamment Christian Guttima qui est le cofondateur et son collègue Thomas qui sont là pour répondre à nos questions. Ils vont se présenter juste après. Donc, j'ai voulu aborder le sujet justement de la QVT à l'ère du télétravail. Alors, effectivement, comme vous le savez, cette pandémie nous a un peu bousculé, hein, a changé nos habitudes et notamment a laissé des traces avec l'hybridation du télétravail. Euh, j'ai lu aujourd'hui que d'après une étude de Malakoff, nous sommes à 3,6 jours de travail par semaine en moyenne, contre 1,6 avant la pandémie. Donc voilà, on y est. Tout le monde a mis en place le télétravail, en tout cas dans la majorité des entreprises qui le peuvent. Et du coup, ce nouvel aménagement n'a pas que des côtés positifs, malheureusement, et vous êtes peut-être confronté à des problèmes d'hyperstress, de burn-out ou des problèmes tout simplement de management. Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à quels sont les nouveaux défis face à ce nouveau contexte et justement comment structurer sa démarche QVT à l'ère du télétravail. Donc, je vais laisser se présenter Christian et à partir de 14h30, nous ouvrirons les échanges pour que vous puissiez poser vos questions, partager vos expériences. Donc, préparez-vous à tout à l'heure. Allez, Christian, je te laisse te présenter. Bonjour Jennifer, merci beaucoup. Merci pour cette invitation à toi et également donc à Pascal Grémion, qui est le fondateur de Eurecia. Nous avons un sujet commun aujourd'hui, c'est la qualité de vie au travail, l'améliorer pour tous les collaborateurs. Voilà, et c'est pour cela qu'on est ensemble aussi pour faire ce webinaire. Je vous remercie vraiment pour cette invitation parce que ça permet aussi de s'exprimer, de donner un autre point de vue. Et ça permet aussi d'embarquer dans cette démarche d'autres gens qui pourraient s'y intéresser, qui pourraient y être passionnés. Donc, je vais me présenter vite fait. Je suis le cofondateur de ID3 avec Thomas qui est à mes côtés, du coup, qui va être à notre disposition pour répondre à certaines questions à la fin de ce webinaire. Je suis le cofondateur d'ID3, qui est un outil de diagnostic permettant de mesurer et analyser la qualité de vie au travail dans les entreprises, et notamment autour de tout ce qui est le mode de fonctionnement humain, et également de mesurer et réduire les risques psychosociaux. Je suis un ancien designer et directeur de ligne de produits dans le milieu automobile, avec 20 ans d'expérience dans mon dos. Voilà. Et notamment dans des grands groupes comme Mercedes, Volkswagen, le groupe Stellantis, anciennement PSA. Et j'ai acquis une grande expérience pendant toute cette période-là, notamment pour tout ce qui est management, collaboration, donc enthousiasme autour d'un sujet passionné qui est le design, etc. Et ces 20 ans m'ont permis notamment de passer par des expériences différentes. Notamment, j'ai également eu un burn-out par le passé et j'ai vécu juste après la meilleure expérience professionnelle de ma vie. C'était un vrai plaisir de me présenter, d'aller au travail tous les jours parce que l'équipe, c'était comme une famille. Et notamment pendant cette période-là, Peugeot, la société pour laquelle je travaillais, a sorti dans un laps de temps de 7 ans 3 voitures de l'année, ce qui est du jamais vu pour une entreprise automobile française. Voilà, donc ce succès était notamment lié à un esprit d'équipe et de collaboration comme je ne l'avais jamais connu avant. Et ça m'a animé, ça m'a encouragé notamment de quitter l'industrie automobile pour inventer un outil avec mon cofondateur Thomas qui est présent avec nous aujourd'hui. C'est un outil qui permet notamment d'encadrer tout ça, de faire des diagnostics très précis afin de vous donner la visibilité très exacte sur les besoins de vos collaborateurs, vous permettant notamment de proposer des solutions adaptées et ne pas de présenter des solutions qui auront moins d'effets, qui coûteront plus d'argent, plus de temps, qui seront plus laborieux, sans savoir exactement où vous allez. Voilà. Pourquoi ce thème Ce thème parce que, en fait, j'ai récemment lu une des dernières études du bureau d'études Gallup et j'ai été choqué, en fait, par le fait qu'après la pandémie, le niveau d'engagement des collaborateurs en Europe était descendu à 11% et en France à 7%. 7%, c'est un chiffre qui est très, très faible. Voilà, et c'est un chiffre qui peut être
mis en parallèle à d'autres effets qui ont eu lieu suite à cette pandémie, notamment de l'isolement, une baisse de motivation générale, le lien social qui s'est brisé, un manque de visibilité générale des entreprises par rapport aux collaborateurs qui étaient en télétravail et une claire augmentation des risques psychosociaux. Moi, je pense que s'adapter à cette nouvelle situation, c'est possible. C'est possible également avec vos propres moyens de bord et votre créativité, car la QVT, c'est un sujet organique, elle est propre à chaque entreprise et notamment, il n'y a pas une méthode type. Donc, il faut qu'on apprenne à mesurer, à capter en fait les énergies et sonder sur l'organisation de chacune des entreprises de manière indépendante afin de proposer ces solutions qui peuvent vraiment changer de manière déterminante votre façon de travailler et notamment quand je dis changer, je dis l'améliorer. Voilà. Et justement, super, merci. Et justement, quels sont les éléments clés pour réussir une démarche QVT dans cette hybridation de télétravail? Les éléments clés pour moi, excusez-moi, sont clairement l'envie. Donc, je pense que si vous ne faites pas ça pour vous encadrer dans certains règlements, dans des lois ou autre chose, si vous le faites parce que vous avez envie, parce que vous êtes authentique, vous y croyez et parce que vous êtes convaincu de tout ça, c'est déjà quelque chose qui est très important et on vous suivra parce que vous allez rayonner une certaine authenticité auprès de vos équipes. Voilà. Donc, l'élan, l'honnêteté et la motivation, ce sont des facteurs qui sont contagieux pour tout le monde. Et le deuxième sujet qui est très important, c'est d'essayer de ne pas le faire seul si possible, parce que seul, c'est un dicton que j'aime beaucoup, seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ensemble, vous serez donc plus puissant, plus crédible et plus entendu par vos équipes et par votre organisation. Et justement, alors par où commencer? Quelles sont les étapes pour mettre en place une bonne démarche? Donc, le mode de fonctionnement humain dans une organisation, c'est un sujet qui est délicat. Et en fait, je crois qu'on y a tous fait face en fait, à des désaccords, à des conflits au niveau humain, à des susceptibilités des uns et des autres. C'est quelque chose de très délicat, parfois compliqué, parfois même lourd à gérer. Et en fait, l'élément structurant, notamment, c'est de faire une analyse approfondie avec des outils performants et de proposer donc ces solutions ciblées. Plus concrètement, je vous propose donc 5 étapes. La première, c'est la préparation qui est déterminante parce que sans une bonne préparation, vous allez peut-être moins bien réussir donc la démarche. Donc, comment préparer son contexte à travers des indices, notamment des chiffres que vous pouvez déjà retrouver dans votre SIRH, comme par exemple plus d'absence, plus de démissions, une baisse de productivité. Vous pouvez déjà orienter votre démarche globalement autour d'un de ces sujets. Voilà. Et deuxièmement, chaque entreprise a un contexte, donc votre disponibilité, vos budgets, l'urgence de la situation et la taille de l'entreprise vont jouer un rôle déterminant également donc, pour cette préparation, parce que vous allez être plus disponible ou moins disponible, vous allez avoir plus de budget, vous avez plus de collaborateurs, certains plus que d'autres. Et du coup, la troisième chose, c'est le ressenti, notamment parce que chaque DRH, chaque DG, chaque manager entend également les bruits de couloir. À distance, c'est plus compliqué, d'où la raison de faire donc le deuxième point qui est le diagnostic, qui est déterminant. Après, une fois le diagnostic fait, on va donc le présenter aux ensembles des collaborateurs et définir des objectifs ensemble. Donc, on va les interroger, recueillir leur feedback. On va monter un plan d'action concret, déterminer les responsables, les acteurs, la durée, le jalonnement, les critères de réussite. Et à la fin, la QVT, ce n'est pas un sujet qui s'arrête du jour au lendemain parce qu'on a réglé un problème. Comme je vous disais, c'est organique. Donc, il faut l'entretenir sur le long terme. Et donc, on recommence. Super. Et alors, quelle ampleur et combien de temps il faut prévoir justement à réaliser cette démarche? Est-ce que c'est assez court, ça se fait en une réunion ou est-ce que c'est long sur une année? Comment tu le vois? Donc, j'ai 3 démarches qui se sont cristallisées donc avec nos clients qu'on a aujourd'hui depuis notre début d'activité. Donc, il y a la démarche unilatérale. Elle a un avantage très important. Elle est rapide. Elle a des effets immédiats. Elle est agile également parce qu'on n'est pas obligé de valider avec plusieurs parties dans l'entreprise en fait tout ce qu'on va faire. Donc, on peut immédiatement adapter selon le cadre la démarche qu'on a mis en place.
Voilà, donc c'est une démarche qui est déployée par le DG ou par le DRH ou par un RRH ou un RH en soi, et elle est pratiquée par les TPE et les PME, donc les toutes petites entreprises et des entreprises de taille moyenne, à rythme trimestriel. Et si vous êtes un DRH qui est très motivé, très engagé, très efficace, un bon leader comme on en a et qui l'ont pratiqué, la démarche peut être très efficace et elle peut avoir un excellent index de satisfaction sur la qualité de vie au travail, notamment au télétravail. La deuxième que je préconise, c'est la multilatérale. Elle est plus engageante et elle est plus structurée également parce que vous allez intégrer notamment les CSE, donc les délégués de personnel ou les responsables de personnel. Donc, vous allez intégrer des partenaires et vous allez créer des accords. Et notamment, elle va durer peut-être un petit peu plus de temps si vous la faites de façon très structurée, très complète. Mais vous pouvez également faire pour créer un accord, vous pouvez gagner vraiment du temps. Donc, nous avons eu des clients qui se sont dit avec les CSE, on va faire les accords télétravail. Entre le début de la démarche, la mesure, les objectifs qui ont été mis en place et les signatures des accords, il y a eu 3 semaines qui se sont passées. Donc, on a réellement gagné du temps par rapport à des méthodes plus anciennes. On a fait des audits en direct, etc., qui ont duré beaucoup plus de temps. Et la dernière donc des 3 démarches, c'est la collective. La collective, c'est une démarche qui est faite sur tous les niveaux dans l'entreprise, donc notamment avec la direction, avec les CSE, avec les managers. On va créer des groupes de travail. Elle va durer plus longtemps, donc entre 6 et 9 mois. Par contre, elle sera beaucoup plus efficace car elle est faite sur le long terme et tout le monde sera impliqué, tout le monde sera responsable de la qualité de vie au travail. Donc, c'est un travail de fond structuré. Et ce qu'on préconise pour cette méthode-là, c'est de mettre en place la même méthode que l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions du travail, préconise. C'est notamment la méthode de test and learn. Donc, on va tester et itérer des solutions. On va identifier celles qui marchent et celles qui marchent vraiment bien. On va les inscrire dans une charte et on va les inscrire dans la culture d'entreprise sur le long terme. Super. Et tout à l'heure, tu parlais justement de communiquer le diagnostic, par exemple, le résultat du ressenti, etc. Quelle est la pertinence justement de la communication? À quel moment il faut communiquer? Avant, après, pendant? Comment Donc, pour moi, la tu... communication, elle est clé dès le premier jour. Parce qu'en fait, quand vous prenez cette décision de changer quelque chose de déterminant dans l'entreprise, comme la qualité de vie au travail, vous pouvez communiquer avant. Il est même important que tout le monde soit au courant de votre démarche, pendant la démarche et en fin de démarche. Pourquoi elle est clé? C'est parce qu'elle crée de la confiance. Et, et c'est important notamment de se servir de bons outils de communication qui vous permettent aujourd'hui d'être vus. Déjà, dans les entreprises classiques avant la pandémie, il n'était pas évident, on fonctionne beaucoup trop avec les mails. Et donc, ce qu'on préconise à distance, parce qu'on se voit beaucoup moins, c'est de se servir des outils de vidéo, de visio, ou même des outils qui permettent de faire des replays ou d'intégrer des vidéos à vos présentations, à vos mails, comme par exemple Vidyard. J'ai un super exemple. Donc, c'est comme écouter un disque de musique. Vous allez l'écouter chez vous, ça sera une chose, ça sera sympa de l'écouter. Mais quand vous allez dans une salle de concert, il y a une énergie très, très différente qui va vous embarquer, vous animer à danser, vous animer à participer, etc. Et c'est un petit peu la même chose. Donc, communiquer à travers une visio, c'est beaucoup plus motivant que juste lire un mail qui sera tout sec et peut-être sans émotion. Et ce qui est important, c'est d'annoncer également donc, sur cette communication les sujets clés, dire pourquoi vous faites la démarche, qui est impliqué, donc les collaborateurs, le DG, le CSE, etc. C'est important également d'assurer tous vos collaborateurs que lors d'un diagnostic, l'anonymat et le respect de confidentialité des données sera complètement respecté. Ça va les rassurer et ça va les animer à participer de manière plus nombreuse. Voilà. La durée, le jalonnement et les interlocuteurs, donc ce sont notamment des choses importantes. Donc, si vous souhaitez avoir un guide, n'hésitez pas à me contacter par mail. Jennifer, dans le compte rendu, va partager mon mail et je peux vous Oui, bien envoyer sûr, je partagerai ça. un guide Merci. de communication interne, notamment sur le sujet. Super. Donc, tu parles d'outils de diagnostic. Alors, quels sont vraiment la valeur ajoutée d'un outil pareil? Parce que c'est vrai qu'on connaît tous d'autres outils libres, gratuits, type Typeform, etc. Qu'est-ce que vraiment un outil
spécial diagnostic interne? Qu'est-ce qui fait la Donc, différence? qu'est-ce qu'un outil spécialisé peut apporter en plus? C'est par exemple les raisons d'être et les causes de certaines problématiques. Donc, la causalité d'une problématique, elle est très, très importante. Pas juste avoir un chiffre pour dire la communication dans l'équipe marketing, elle n'est pas bien. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Voilà. Et ce qu'un outil spécialisé va proposer, c'est un tableau de bord qui va expliquer, qui va analyser lui-même les résultats et qui va vous les afficher en temps direct. Voilà. Après, un outil permet d'évaluer le contexte de votre entreprise en détail, à distance, et aussi les sujets de court terme. Parce que apprendre en fin d'année les démissions, apprendre que vous allez peut-être 1 mois de candidature, c'est une chose, mais apprendre les problèmes quotidiennes qui peuvent avoir lieu peut vous éviter qu'elles s'accumulent et qu'elles ont un effet cumulé à la fin. Et ce qui va vous permettre un outil de diagnostic, s'il est bien fait, c'est de trouver des solutions adaptées et de vous proposer même des solutions adaptées qui répondent à ces problématiques-là. Voilà, donc ça vous évitera clairement de perdre du temps, de l'énergie, des budgets et notamment de faire ce que j'appelle l'actionnisme, donc de proposer notamment des formations ou de proposer des outils qui ne servent à rien. J'ai eu le cas moi-même, on m'a invité à participer dans une formation, on ne s'était pas rendu compte que je l'avais déjà faite. La moitié des gens étaient déjà formés sur ces sujets-là. Ils ont quand même participé dans cette formation-là. Donc, c'était une formation collective. Et en fait, on n'avait pas sondé à l'avance est-ce que elle correspond vraiment aux besoins des collaborateurs. Donc, elle coûtait cher. Et pour la moitié des gens, elle a servi à rien. Donc, si vous voulez, je peux vous parler de quelques avantages des outils spécialisés rapidement. Donc, notamment un outil spécialisé va vous proposer une expertise que beaucoup d'entre vous avaient à l'époque l'habitude d'inventer ou pratiquement de l'écrire vous-même sur un papier parce on devait créer un questionnaire de A à Z, en fait, sans forcément savoir comment on crée un questionnaire autour de la QVT. Donc, on devait créer un contenu. Voilà. Et les outils spécialisés elles proposent un contenu. Donc, il y en a qui proposent des dizaines de questionnaires différents autour de certaines problématiques, comme par exemple la culture d'entreprise, le management, le télétravail en soi, la QVT, les risques psychosociaux, etc., que vous pouvez tout simplement prendre et déployer. Un outil spécialisé en QVT va également obtenir pour vous un taux de participation beaucoup plus élevé parce qu'il y aura des mécanismes en fait, qui vont faire en sorte que les collaborateurs auront plus envie de participer. Et notamment, ils vont être assurés sur l'anonymat, ils vont être assurés également sur la confidentialité de données. Une de mes forces en tant qu'ancien designer, c'était de créer un outil qui est simple et ludique et donc qui est très très facile à l'usage pour les collaborateurs. Donc également, ça stimule la participation. Et voilà, vous pouvez avoir 85% pour un outil professionnel adapté pour faire de la QVT versus 30 à 40% pour un outil non spécialisé. Un des autres avantages, c'est qu'un algorithme va analyser et présenter sur un tableau de bord vos résultats en temps direct. Donc, vous ne devez plus faire une restitution et une analyse qui dure des semaines et des semaines. C'est affiché en temps direct sur un écran et notamment sur un tableau de bord, vous pouvez découvrir vos défis, mais également la causalité en fait de certains défis qui s'affichent. Vous pouvez voir des statistiques et notamment des filtres par population, par équipe, par région, par genre, par âge, par ancienneté. Certains outils proposent également des statistiques pour les risques psychosociaux qui vous permettent en un clin d'œil de comprendre pourquoi vous avez des risques en certaines équipes. Pas qui sont les risques, mais combien de risques vous avez par équipe et à quoi ils sont liés, donc notamment à une sursollicitation ou parce que vous n'avez pas donné assez de liberté ou d'indépendance à vos collaborateurs pour travailler, vous les surcontrôlez parfois, peut-être, ou parce qu'il n'y a pas de lien social dans une équipe. Donc, un tel outil peut vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour améliorer la situation. Et notamment, certains outils, ils proposent également donc, des commentaires et des solutions aux problèmes affichés, également en temps direct. Ok. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait un diagnostic avec le bon outil, qu'est-ce qu'on en fait de ces résultats? Qu'est-ce qu'on fait après de ce diagnostic? Donc, qu'est-ce qu'on en fait après? Je vais essayer
de rester relativement court et compact parce que je vois que le temps, il va vite. Oui. Notamment, notamment donc, présenter les résultats du tableau de bord à vos équipes dans un rapport d'enquête, et c'est important de les présenter à tous les niveaux. Si vous demandez à vos collaborateurs de participer, c'est important aussi. Vous leur devez aussi les résultats. Vous leur devez également des solutions que vous allez mettre en place pour que quelque chose soit changé, et pour qu'ils se sentent intégrés, notamment dans la démarche. L'objectif, c'est que chaque groupe dans votre entreprise, à chaque niveau, prenne conscience qu'ils sont également responsables de la qualité de vie au travail. Ce n'est pas uniquement vous. Voilà. On va rappeler le contexte initial. On va également annoncer les découvertes positives. Ça, c'est quelque chose qui est très important à ne pas oublier. Les découvertes positives, ça va les motiver de continuer dans cet élan. Ça va donner un coup de peps, un coup de motivation. Et après, on peut également parler des faiblesses, des défis et intégrer les feedbacks de vos collaborateurs parce qu'eux également, ils ont quelque chose à dire sur la situation. Donc, lors du moment où on montre les défis, il faut les écouter pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, quel feedback ils préconisent également. S'il y a quelque chose de très fort, de très clair qui se cristallise, vous pouvez l'intégrer dans le plan d'action. Super. Et justement, un plan d'action. J'ai vu dans un commentaire, oui, qu'il manquait les 5 étapes, mais Camille nous avait répondu. Bravo. Donc, le rappel est fait, c'est bon. Super. Ensuite, comment... parce que, voilà, sur le papier, c'est théorique, OK, on a 5 étapes, on essaie de les suivre. Concrètement, comment se lancer finalement? Donc, comment se lancer? Il faut déjà lister et classer vos défis par priorité. Et je crois que si vous pouvez régler 1 à 4 défis majeurs par trimestre, déjà, vous êtes bien dans les clous, vous êtes bien fort. Il ne faut pas faire trop. Je préfère vous recommander de vous focaliser sur vos actions et les faire avec toute votre énergie que faire 5 actions à la fois, mais les faire moyennement. Après, il y a certainement également, sans mettre en place des actions ou un plan d'attaque concret, parfois vous allez découvrir à travers un diagnostic qu'on peut juste changer certaines habitudes et notamment prendre plus de temps, se voir plus souvent, faire des moments où on peut socialiser à distance également, ce qui est très important, ou on peut apprendre à travers un diagnostic que passer un message urgent qu'on n'a pas passé au bon moment peut rassurer tout le monde. Par exemple, nous avons eu le cas d'un client qui nous a dit j'ai vu que chez moi, tout le monde a peur qu'ils perdent leur travail pendant le 2e confinement. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai juste posé la question, mais est-ce que vous les avez rassurés que ce n'est pas le cas? Ah non, c'est vrai, on n'a jamais communiqué là-dessus. Ah je vais envoyer un mail tout de suite. Voilà. Et déjà, il y a des actions comme ça qu'on peut mettre en place immédiatement lors d'un diagnostic parce qu'on ne s'est pas rendu compte dans la folie des activités qu'on a en cours et des actions, on ne voit pas toujours tout. Et donc, parfois, un mail ou un message suffit, une petite vidéo suffira pour les rassurer. On va définir également qui sont les personnes impliquées. Donc, est-ce que c'est une démarche collective? Qui sont les organisateurs, les responsables? Donc, il est évident qu'il faut s'appuyer sur des profils plutôt autonomes, engagés et motivés, donc qui vont rayonner leur état d'esprit auprès de tous les collaborateurs. Également, les détails de la mise en œuvre, il est très important. Donc, quels moyens allez-vous utiliser? Donc, des moyens humains, matériels, logistiques, organisationnels. Quel budget vous allez mettre à disposition pour chacune des actions? C'est important de le définir à l'avance et fixer également la période de réalisation. Donc, définir les jalons précis, les séances de travail intermédiaires, le temps que vous souhaitez allouer pour chacune des actions de long terme, etc. Les outils. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place des outils pour la collaboration à distance, comme par exemple des Google Docs autour de ce sujet ou un outil comme Trello qui vous permet de très, très bien structurer en fait votre démarche QVT dans le temps. Donc, il faut des outils partagés également sur lesquels vos collaborateurs peuvent intervenir, auxquels ils peuvent faire appel donc pour se rappeler certains objectifs, pour ouvrir des documents en cours et inscrire leurs actions qu'ils ont faites. Voilà, et définir également à la fin, le 6e point, c'est définir les critères de réussite parce que c'est ce qui vous permettra à la fin de dire, voilà, tout ce qu'on a fait a approché l'objectif de 80% ou on est complètement dans les clous ou on est loin de l'avoir atteint et si c'est le cas, pourquoi?
Super, mais merci Christian. Je pense on s'est bien focalisé sur le sujet. On a vu un petit peu tout le contexte. Je crois qu'on a déjà de très bonnes bases pour entamer une nouvelle démarche QVT à l'ère du télétravail. Alors, si tu le permets, je veux bien ouvrir les questions-réponses pour qu'on essaye d'échanger avec notre communauté et essayer de creuser encore un peu plus le sujet. Donc, est-ce que quelqu'un a une question, un retour d'expérience, une problématique à nous exposer sur laquelle on pourrait... Je- J'aurais voulu très très vite justement Oui, dire une chose. Donc, je vous ai parlé des outils de diagnostic, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, il y a un code promo pour tout l'outil que nous on propose chez ID3. Donc, il y a un code promo. très Donc, gentil ça. n'hésitez pas à nous voir pour ça. Et également, vous pouvez tout tester gratuitement. Je vous mettrai bien évidemment toutes les informations dans le compte rendu que vous recevrez par mail. Merci bien. Merci Christian. Emmanuel, est-ce que vous auriez une question? Je vois que vous avez mis le micro. Attends, elle me parle. Non, j'ai pas de questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole, justement? Oui, j'aimerais poser une question concernant justement la QVT et tous les outils qu'on peut mettre en place. Est-ce que dès que ces outils sont mis en place, l'impact, en fait, on le ressent immédiatement? Est-ce que ça fonctionne toujours à 100%? Est-ce qu'il y a des limites justement à la QVT? Est-ce que ça se mélange avec d'autres problèmes dans l'entreprise? Ou vraiment ces outils-là suffisent à répondre à la qualité de vie au travail si on a un climat un peu ben, pas très bon, je veux dire, dans l'entreprise. Bah, moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est un outil, ce sont des outils qui vous permettent d'avoir une visibilité que vous aviez peut-être pas avant. C'est une visibilité que vous pouvez avoir tout le long de l'année en faisant des enquêtes différentes sur des sujets variés. Donc, notamment, vous pouvez sonder sur la QVT de manière générale et découvrir qu'en certaines équipes, il peut y avoir d'autres problématiques que vous aviez pas vues avant. Voilà, et sur ces problématiques-là, bah, vous pouvez sonder après et creuser en détail et apprendre davantage en fait pourquoi certaines choses marchent dans certaines équipes moins bien que dans d'autres. Voilà, donc c'est un outil, ce sont des outils de visibilité et sans forcément mettre une démarche en place qui est très structurée, ces outils de visibilité vous permettent au moins d'avoir en temps direct et pendant toute l'année, en déployant des enquêtes, avoir la visibilité sur les besoins des uns et des autres et réagir à temps. Donc, je ne sais pas si toi, Thomas, tu as autre chose à dire sur le sujet. J'espère que j'ai bien compris et j'ai bien répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Alors, oui, j'ai un truc peut-être à rajouter pour Saïda, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Saïda. Donc, nous, on a remarqué une chose, dès le DRH ou le DG met en place la stratégie QVT, il y a une dynamique, sans que rien est fait, déjà une dynamique qui s'est créée dans l'entreprise parce que les salariés, ils sont au courant que on commence à s'en occuper. Et déjà, ça crée un peu du positivisme parce qu'on sait qu'on s'en occupe. Donc, ça, c'est déjà un premier effet qu'on voit tout de suite. Juste l'annonce on va s'occuper de ça. C'est très positivement aperçu salarié. Et une deuxième chose, c'est peut-être un peu nécessaire d'expliquer un peu ce que c'est la QVT. Ça contient en fait 4-5 axes. La QVT aujourd'hui, c'est la relation du salarié avec son manager, avec son job, ça veut dire avec son travail, ce qu'il fait tous les jours. C'est la relation du salarié avec son équipe, avec ses collègues, et c'est la relation du salarié avec son entreprise de façon un peu macro. Aujourd'hui, on rajoute un axe qui est un peu la relation avec le télétravail. Donc, c'est une partie du travail, mais aujourd'hui, le télétravail, c'est un peu spécial. Donc, en gros, la QVT, elle mesure un peu, elle prend en compte tous les aspects de l'humain dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire si on met en place une vraie stratégie QVT, et pas juste cake et baby foot, mais vraiment on dit la QVT, je prends telle quelle et je vais m'occuper de tous les axes, tous les aspects. J'améliore les conditions globales du salarié. Donc, non, il n'y a pas de limite. Ça va améliorer de toute façon. Voilà. Et il y a Puis un après, aspect si je peux... fondamental. Pardon, Non, non, il n'y je a voulais pas de souci. juste rajouter une petite chose. Il y a un aspect fondamental également quand on fait une telle démarche, c'est qu'on donne la parole aux autres. Et quand on donne la parole aux autres, ils vont
forcément participer et donc ils seront tout de suite impliqués dans la démarche. Puis si je peux me permettre aussi, ça reste un outil et le plus important également, c'est les actions derrière, finalement, voilà, Exactement. promettre quelque chose et finalement le faire. Oui, c'est Donc, intéressant. vous avez la visibilité et en fait, vous, suite à cette visibilité très précise, vous pouvez agir de manière très ciblée et très précise. Super. Je vois que Johanna lève la main. Oui, tout à fait, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous y avez répondu en partie, mais je voulais avoir un retour d'expérience de votre part ou des conseils, justement pour engager les personnes dans une démarche QVT. Et le contexte sous-entend d'engager des personnes qui, au fait, ne se sentiraient pas concernées par la QVT, soit parce que QVT est malheureusement aussi souvent symbole d'artifice et de paillettes, on va dire, sans en comprendre vraiment le fond, et par des personnes qui pourraient être aussi justement dans une démarche un petit peu plus négative vis-à-vis de l'entreprise. En fait, sans leur dire qu'on cherche à vous faire adhérer à l'entreprise, mais vraiment à avoir vos retours. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, je pense, j'ai compris. Donc là, on parle de intégrer les personnes dans la direction ou plutôt les salariés, ou les deux. Parce que la direction Oui, ça peut être les deux, effectivement. Justement, les arguments sont différents en fait. La direction, je vais plutôt les convaincre avec l'argument, le premier argument, c'est la performance, l'augmentation de la performance. Les gens qui sont plus heureux, ils sont plus performants. C'est comme ça, c'est important, la performance. On reste une entreprise, on doit produire des choses. Une raison pourquoi Google et Facebook investissent vraiment beaucoup de moyens dans la QVT parce qu'ils, visiblement, ils sont performants. Donc, la performance, c'est un argument pour le ROI qui fonctionne bien pour la direction. Plus, le deuxième sujet, c'est éviter les coûts, les surcoûts, les burn-out, les prud'hommes et tout ça. Ça, c'est plus risques psychosociaux. Mais en gros, on sait, la direction, je vais la convaincre avec des arguments de l'argent, en fait. Et c'est mesurable, c'est clair. Les entreprises qui investissent dans la QVT, ils ont moins de coûts liés au burn-out, prud'homme, etc. Et les équipes sont plus créatives, plus performantes. Donc, l'entreprise devient à long terme plus compétitive sur le marché mondial. Et les salariés, les arguments sont un peu différents. Enfin, les salariés, c'est assez simple à convaincre parce que chaque salarié, à la base, il veut s'exprimer, il veut être entendu. Il a des choses à dire. Donc, c'est très simple. Il faut juste leur dire, écoutez, on va vous poser des questions pour améliorer derrière les conditions de travail. On veut améliorer les conditions de travail. Ce n'est pas forcément lié à un budget parce que quelquefois, comme Chris l'a expliqué, ça peut être juste un simple mail qui rassure. Ça peut quelquefois rien coûter, mais les salariés, si on leur annonce, on veut améliorer votre condition de travail, bon, ils vont être embarqués tout seuls. C'est juste souvent, les salariés, ils disent, oui, comment dire, ils sont un peu blasés, ils disent, bah, oui, de toute façon, ils vont rien faire derrière. Donc, c'est super important juste de rassurer derrière, il y a des actions. On va peut-être pas mettre 10 actions en place parce qu'on n'a pas l'argent pour ça. Mais c'est sûr, au moins une action par trimestre, on va la mettre en place. On vous promet ça. Et là, les gens, ils ont engagé, ils vont être embarqués dans toute la démarche QVT. Et j'aurais une chose à dire également sur le sujet. Donc, parfois, il suffit de montrer des chiffres à la direction, en fait, pour dire, voilà, il y a telle et telle équipe qui n'ont pas bénéficié d'une formation depuis un petit moment. Voilà, et donc, il y a peut-être une baisse de performance qui est liée à ça. Voilà, donc voici les chiffres. On les a sondés, on les a trouvés dans une enquête sur la qualité de vie au travail. Donc, côté salarié, il y aura toujours des réticents, forcément. Ils existent partout. Oui, mais ils seront plus convaincus quand vous allez être authentique et crédible parce que vous avez déjà mis en place une action dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils vont se dire waouh, ok, c'était fait. Donc, ce n'était pas juste des promesses dans l'air, c'était des vraies actions qui ont été mises en place derrière. Et peut-être vous allez avoir plus de gens qui vont vous suivre dans un deuxième temps, notamment parmi ces personnes réticentes. Et moi, j'ajouterais même, parce qu'avec plusieurs canapés RH, finalement, on survole le sujet très souvent. Ce qui ressortait aussi, c'est également, grâce aussi avec des outils de sondage, de diagnostic, de poser la question de savoir qu'est-ce qui intéresserait, qu'est-ce qui pour eux serait bénéfique dans leur travail, qu'est-ce qui améliorerait leur vie au travail. Parce qu'effectivement, on a tous
un regard très subjectif de la qualité de vie au travail, hein. On parle de bonheur, d'être heureux au travail. Ça, ça concerne pas tout le monde des fois. Et selon les domaines d'activité d'ailleurs des entreprises, voilà, le type d'engagement peut être très différent. Ça peut être basé sur les locaux, sur le type de travail, sur les relations, sur le salaire. Voilà, il y a plein de choses. Effectivement, d'abord écouter et de demander ce qui, pour eux, est synonyme de qualité de vie au travail peut vous orienter sur des actions bien plus ciblées et qui répondraient justement aux attentes et aux besoins, et du coup d'engager un peu mieux derrière. Tout à fait, de créer une vraie culture d'entreprise avec tout ça. Voilà, oui, finalement, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, Johanna. Qui voudrait prendre la parole, poser une question ou donner une problématique? Comment ça se passe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Je suis certaine que c'est parce que justement vous avez des problématiques sur ce sujet. Quelles sont vos difficultés aujourd'hui avec ce télétravail en termes de QVT? N'hésitez pas à activer votre micro en bas à gauche. Oui, Cécile. Cécilia, pardon. Oui, bonjour à tous. Oui. Moi, j'ai une question parce que vous avez mentionné une des dimensions très importantes, c'est la relation du salarié avec son manager. Donc, ma question serait comment, dans votre expérience, on peut engager aussi les middle managers ou le manager en général à changer un peu leur posture, peut-être leur style de management, parce que je pense que, comme vous l'avez mentionné, c'est une dimension très importante, mais deux fois, c'est confronté à des managers qui pensent qu'ils n'ont pas à changer parce qu'ils font leur travail, tout se passe bien, etc. Comment on peut les engager et comment on peut arriver à leur faire être un peu plus ouvert à cet feedback et à cet changement. Sujet sensible. Oui, oui, c'est sensible. Moi, j'ai une réponse. Je ne sais pas si c'est toi ou Thomas ou moi. Donc, moi, j'ai une réponse. Dans un premier temps, pareil qu'avec les collaborateurs, il y a parfois des personnes réticentes. On échange. Ce qui est un vrai avantage, c'est de leur partager, parce qu'on peut parfois leur partager les résultats de leurs équipes, leur dire voilà tes succès, c'est vraiment bien. Là, tu as réussi sur tel et tel et tel sujet. Est-ce que ça te sert d'avoir ce type de visibilité, premièrement? Et deuxièmement, voilà, il y a aussi des choses à améliorer. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu en penses sur les actions qu'il faudrait mettre en place pour les améliorer? Donc, c'est faire un tête-à-tête avec un manager, parler concrètement des problématiques, donc pas les éviter, mais en parler en direct, voilà, et leur expliquer aussi que ça peut être un outil de travail pour eux, et notamment, on peut leur donner accès également aux résultats de leurs équipes sur le long terme. Certains vont dire non, je veux surtout pas ça, etc. Mais d'autres qui sont plus ouverts d'esprit vont dire franchement, ça me sert parce que je savais même pas, j'étais même pas au courant que ça et ça ne fonctionnait pas bien, et donc du coup, avoir cette visibilité me fera plus attentif. D'accord. Alors, justement, Chris, pour complémenter, c'est parfait. C'est exactement, comme il a dit, c'est le manager qui est au cœur de la QVT. Donc, en général, il y a les 3 strates. Il y a la direction avec le DRH, les RH. Il y a le manager, le middle manager de proximité. Il y a les salariés. Et en gros, c'est toujours la direction qui met en place qui décide de faire la QVT, donc c'est vous ou au-dessus, ou le DG, mais ça vient du haut. Le salarié, il est très impliqué, mais au cœur de la démarche de l'amélioration, c'est le manager, parce que c'est lui qui est en gros aux manettes de son équipe. Et en fait, la QVT, elle n'est jamais mauvaise dans toute l'entreprise. C'est toujours dans une équipe, c'est comme ça, dans une autre, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment c'est lui qui est acteur, qui a le plus de pouvoir, c'est le manager. Donc, ça, c'est important. Déjà, qu'il comprend qu'il peut faire quelque chose. C'est vraiment lui, parce que c'est le salarié qui a le plus d'interaction avec le manager. La charge de travail, c'est le manager. Le sens qu'il donne au travail ou pas, c'est le manager. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le manager. Ça, c'est important à comprendre. Et la deuxième chose, comme Chris a dit, il faut parler au manager. Souvent, chez nos clients, on voit ça qu'ils ne vont pas engager le manager tout de suite dans la démarche parce qu'il y a des managers qui ont des réticences, soit ils ont peur de résultats, soit ils disent de toute façon, ça ne sert à rien, moi j'ai fait comme j'ai toujours fait, etc. etc. Il y a d'autres qui aiment bien le faire. Donc, en gros, ils déploient la stratégie QVT un peu top-down. Et après que le manager il s'est approprié un peu cette démarche, il comprend que ça se fait maintenant comme ça, c'est là où il faut le ramener à bord, il faut l'engager, comme Chris a dit, avec des one-to-one, mais il faut aller très doucement, il faut voir manager par manager, montrer son résultat
Et la bonne nouvelle, ça c'est quand même la bonne motivation, en général, les managers sont plutôt surpris de résultats positifs. Parce qu'en fait, il y a un biais il y a un biais comment on appelle ça, de comment il reconnaît son équipe. Ça veut dire, imaginons, on a une équipe de 10 personnes. Il y a un râleur dans chaque équipe, il y a un râleur qui est jamais content. C'est toujours le râleur qui va créer le plus fort. Ça veut dire c'est lui qui va être toujours dans le bureau du manager pour dire bah, ça va pas, ton style de management, ça marche pas, je suis pas motivé. Et lui, il va avoir les biais, il va penser à toute l'équipe n'est pas content. Et en général, ce qui arrive très, très souvent, que les managers sont très, très surpris que, en gros, tout le monde est content. Il y avait juste très peu de pourcentage qui ne sont pas contents de leur style de management. Mais les gens qui sont bien, qui sont contents du style de management, ils ne vont pas s'exprimer. Ils ne vont pas aller dans le bureau du manager pour dire « j'aime bien ton management ». Donc, ils ne les voient jamais, ces personnes-là. Et là, ils vont avoir des chiffres. Et en fait, la surprise, ça va être « je ne suis pas si mauvais manager, je fais plutôt des choses bien ». Il y a juste 2-3 choses peut-être à améliorer. Et donc, avec ces argumentations positives, vous pouvez l'embarquer, vous pouvez dire, alors, regarde, on a fait ça, maintenant je t'explique les résultats, ce qui se passe dans ton équipe. Donc, premier truc, ça se passe bien. Bonne nouvelle, voilà, les gens sont plutôt contents. Maintenant, il y a 1, 2, 3 points à travailler, c'est tout. Et donc, il faut les embarquer de façon positive, comme Chris il a dit. Et après, souvent, ils sont ouverts, ils disent, ah oui, en fait, oui, je suis déjà pas mal, donc, encore capitaliser. Et c'est vrai Communication positive. Oui, c'est c'est ça. vrai qu'une fois qu'ils prennent confiance, ils vont le rayonner en interne auprès des autres et ça va petit à petit, Oui. ça va petit à petit émerger avec l'ensemble des collaborateurs. Super. Ça répond à votre question, Cécilia? Oui, tout à fait, merci. Stéphanie, je vois aussi qu'elle a levé la main. Oui, On bonjour à vous tous. écoute. Bonjour. Moi, je voulais revenir justement sur cette notion de télétravail qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. Nous, on a mis en place le télétravail, on va dire, sur la base du volontariat et de ceux qui le souhaitaient. Et même dans une toute petite équipe, puisqu'on est une TPE de 16 personnes, on s'est retrouvé avec des inégalités très, très fortes entre ceux qu'on ne voulait pas du tout, ceux qu'on voulait beaucoup, ceux qui en auraient bien aimé mais qui n'ont pas le logement adéquat, ceux qui le subissaient parce qu'ils avaient plus de transport mais qui se retrouvaient quand même dans des conditions différentes. Et voilà, comment aborder la QVT quand le télétravail est une bonne chose, mais avec une certaine forme d'injustice quelque part? Moi, Très bonne question. J'aurais dit faire confiance et déjà faire un sondage autour de ça concrètement. Vous pouvez adapter votre sondage autour de ça pour voir quelle serait la meilleure méthode en fait en posant les bonnes questions. Quelle serait la meilleure méthode pour nous? On n'est que 16. Si je vous demande en direct, peut-être vous aurez une crainte à vous exprimer, vous n'allez pas sentir cet effet d'anonymat, etc. Mais faites déjà un petit sondage pour voir ce qu'ils disent. Si on peut se focaliser sur 2 ou 3 jours par semaine où tout le monde est présent, par exemple, qui arrangerait tout le monde malgré tout. Bon, idéalement, il ne devrait pas y avoir des résultats qui sont exactement 50-50, ce qui ne vous faciliterait pas forcément la décision. Mais je crois qu'en faisant un sondage précis, ça peut arranger les choses et vous allez également apprendre que certains n'ont peut-être pas les conditions, que peut-être qu'il faudrait leur proposer un coworking ou parce qu'ils sont les enfants à la maison et parce que c'est pas possible, peut-être des budgets pour ce type de mode de fonctionnement. Et également, notamment si vous le faites marcher, si vous communiquez sur le fait que vous savez vous y prendre avec le télétravail, bah, ça va également attirer des nouveaux talents parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, les jeunes, c'est déterminant pour eux, notamment s'ils viennent dans les entreprises, de pouvoir travailler à distance. Si on ne propose pas ça, bah, déjà, il y aura moins des candidats. C'est ce qu'on a remarqué également. Donc, après, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question. Après, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que votre télétravail, Stéphanie, a été cadré ou ça a été vraiment ouvert à toutes les portes Alors, on a fait exactement comme a dit Christian, c'est-à-dire qu'on a fait un sondage. Alors, il n'y avait pas que le télétravail, il y avait beaucoup de sujets. On a ouvert le champ des possibles à l'issue du premier confinement. Et c'est dégagé une grosse majorité sur 2 jours par semaine sur la base de l'organisation personnelle. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément l'entreprise qui imposait les jours, mais chacun qui donnait les siens de manière
de manière ouverte. Est apparue aussi la personne qui nous a dit « mais moi je déteste ça, je n'en veux pas, je veux être à l'agence, je veux être entourée ». Alors du coup, on se retrouve dans des positions parfois difficiles, enfin différentes de ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que tout le monde est en télétravail et on a une personne qui est à l'agence parce qu'elle, elle ne veut pas être chez elle, mais finalement elle se retrouve en télétravail à l'agence, quoi, toute seule. Donc, c'est pas si simple de satisfaire tout le monde, même sur une toute petite équipe, avec toute la bonne volonté du monde. Et juste pour répondre à ce que vous disiez, oui, le coworking, on y a pensé, on ne l'a pas encore fait pour des questions de moyens, mais effectivement, par rapport à des jeunes, notamment des jeunes de Paris, puisque nous sommes à la campagne, c'est une des vraies solutions qu'on imagine très rapidement. Absolument, oui. Donc, il faut garder en tête que peut-être il faut quand même fixer des jours fixes. Alors déjà, il y a deux manières de télétravail. Vous pouvez décider le télétravail ensemble des journées fixes. Genre, en fait, tout le monde, en général, ça arrive lundi et vendredi. On sait pourquoi, mais il y a des entreprises, j'ai vu pas mal d'entreprises qui interdisent les lundis et les vendredis pour ne pas rallonger les week-ends. Mais bon, c'est bien de se mettre d'accord peut-être pour des journées fixes, ça c'est une chose. Sinon, parce qu'en fait, l'entreprise souvent elle a le souci de protéger le collectif. Parce que si jamais les gens vont plus jamais se rencontrer, en gros, il n'y a plus d'entreprise. En tout cas, il n'y a plus de culture d'entreprise. Donc, à un moment donné, c'est peut-être important de dire mercredi, jeudi, mardi, mercredi, jeudi, c'est jour fixe à l'agence. Peut-être c'est important. Ça, c'est une décision à prendre et peut-être ça ne fait pas l'unanimité, mais peut-être c'est une solution. Et après, il y a aussi, j'ai vu des entreprises qui mettent le télétravail en place de façon aléatoire. Ça veut dire on va fixer un quota par mois. Mais chacun gère comme il veut. Ça veut dire dans le mois, on fait la moitié des journées en télétravail, mais il y a des salariés qui prennent les premières 2 semaines et les autres qui prennent les. Donc, c'est important de se mettre d'accord aussi sur est-ce que le télétravail, c'est par semaine ou par mois ou même par année. Donc, ça, c'est une chose. Et après, le coworking, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, en termes de... Parce que chez Eurecia, on a ce système. En fait, on s'est dit, on a 2 jours de télétravail chacun. Chacun est libre de le poser quand il veut. Sauf que par équipe, par exemple, moi, avec l'équipe communication marketing, on se donne le lundi où on est forcé d'être là, tout le monde, pour se voir, pour échanger, etc. Et en plus, nous, ce qui nous sert plutôt bien, bon, c'est avec l'outil Eurecia, mais ça peut être un agenda autre où en fait, on dit quand est-ce qu'on est en télétravail, etc. Au moins, moi, la première, je sais que si le vendredi, il n'y a personne, je vais me dire, bon, mais tant pis, je ne viens pas, j'ai pas envie d'être toute seule au bureau. Et c'est un outil quand même qui peut aider justement ceux qui n'aiment pas travailler tout seul et qui peut aussi engager les autres en disant, voilà, moi, ce tel jour, j'aimerais y être, viens. Voilà, on essaye de se retrouver ensemble. Ouais, voilà. Après, c'est des petits outils, mais je pense que il faut quand même mettre des règles dans ce cadrage au télétravail, même si ça ne convient pas à tout le monde, mais finalement, après, tout le monde s'y fait, quoi. J'allais notamment dire, vous pouvez donc, comme tu l'as dit, Jennifer, imposer également des jours fixes. Et les imposer pourquoi? C'est parce que pendant certains jours, l'équipe travaille plus ensemble. Peut-être qu'il y a des tâches, on peut diviser la répartition des travaux en fait en 2 types de tâches, donc les tâches collectives et les tâches individuelles. On en a tous. Donc, il y a des choses que je peux très bien traiter à la maison tout seul et il y a des tâches que je dois traiter avec les autres. Et ce serait bien de s'arranger sur ces jours-là. Et notamment, c'est vrai que le télétravail est arrangeant, mais on ne peut pas toujours juste faire du arrangeant. Il faut aussi qu'on s'arrange auprès de l'équipe et auprès de l'entreprise pour réussir certaines missions. Voilà, et donc là, on peut l'imposer aussi le travail en présentiel. Il ne faut pas oublier le besoin primaire de l'entreprise qui doit être basé des fois sur le collectif finalement. Chose qu'on fait aussi chez Eurecia, c'est créer un peu des rituels en fait au niveau de l'animation interne. Voilà, on prévoit des petits déjeuners ou des réunions au moins mensuelles où il y a tout le monde. Enfin voilà, ça permet aussi de forcer les gens à venir et à donner envie de venir parce que quand on est tout seul, c'est vrai que c'est pas agréable. Tout à fait. On a répondu à vos questions, Stéphanie. Super. Il reste 5 minutes. Est-ce que peut-être une dernière personne veut exposer une problématique, poser une question? Profitez-en, il reste 5 petites minutes. Personne, on a répondu à toutes les questions de tout le monde? Carole, je vois que vous êtes là, vous prenez des notes. Pourquoi vous étiez venue? Vous auriez une problématique?
le micro en bas à gauche. Il suffit de l'activer. Vous voyez le micro en bas à gauche qui est rayé en rouge. Il suffit de cliquer dessus. Voilà. Bonjour. 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 Alors moi, c'était plutôt pour découvrir votre outil, puisque je connais un autre outil et pas le vôtre. Donc, voilà, c'était plutôt pour découvrir votre outil. Avec plaisir, n'hésitez pas de nous contacter après. Donc, vous êtes la bienvenue pour l'essayer gratuitement à tout moment si vous le souhaitez. Super, on va vous envoyer toutes les infos par mail. Merci. Est-ce que je voyais, il y a quelques commentaires dans le chat. Je vois Valérie qui avait noté une des difficultés de gérer la différence de traitement entre les salariés pour lesquels le télétravail est possible et ceux pour lesquels c'est impossible. Cela génère un sentiment d'inéquité entre les salariés. Effectivement, dans les entreprises où on a les salariés qui sont obligés de rester sur place et ceux qui peuvent être en télétravail, qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là? Alors, on a vu ça pas mal dans le dernier temps, effectivement, parce qu'avant le télétravail, c'était juste pour ceux qui pourraient le faire et aujourd'hui, tout le monde le réclame et je comprends tout à fait. Donc, ce que j'ai vu sur le terrain, c'était quand on a déjà commencé à sonder toutes les personnes, de dire, pareil, de le mettre un peu dans la communication sur le même niveau. Ça veut dire déjà, on fait un sondage, de dire, est-ce que vous pensez que votre travail et on peut le faire à distance. Parce qu'en fait, souvent, les RH, ils ont mis des listes en place, ce travail, non, oui, non. Et finalement, avec un peu de travail, le salarié, c'est lui qui sait en fait le plus. Et souvent, il y a beaucoup de salariés qui disent, non, non, on peut le faire, mais peut-être il faut modifier, il faut voir avec le manager. Mais si on m'écouterait, je pourrais proposer une manière de faire. Donc, la première chose, je pense, après, c'est un petit risque si je fais ça. Forcément, derrière, je crée des envies. Mais je pense que c'est important, j'ai vu ça pas mal, de dire, OK, est-ce que vous pensez votre travail, en théorie, il est télétravaillable? Et si oui, et sinon, si ce n'était pas fait, pourquoi? Est-ce que c'est le manager qui vous a interdit? Est-ce que c'est nous, l'entreprise, qui vous a interdit ça? Et derrière, à gérer avec le manager. Donc, après, c'est juste important dans cette démarche de dire, c'est juste un sondage, il n'y a aucune garantie que derrière, on va vraiment réussir de mettre ça en place. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu repenser nos anciens réflexes, de dire de toute façon, un ouvrier, il doit aller dans l'usine et un cadre, il peut travailler derrière son écran à la maison. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de manières de faire différemment et donc, je pense que c'est pas mal d'ouvrir la porte avec la précaution de dire sans aucune garantie. Mais déjà, d'annoncer ça, on va réellement étudier votre situation, déjà, ça va faire du bien. Après, j'ai un exemple plus concret, en fait, de mon ancien monde, le monde design automobile. Disons que dans le design automobile, on est obligé souvent d'être sur place dans un atelier où on travaille autour des prototypes. Voilà, ces prototypes sont souvent physiques, mais le monde a évolué. Il y a des prototypes également numériques. Et pour ceux qui souhaitent travailler à distance, on leur a mis à disposition des équipes de modelage numérique. Donc, on peut développer et dessiner une voiture à distance sans avoir un prototype physique. Et peut-être que pour d'autres métiers, et notamment la médecine aussi, donc il y a des consultations possibles à distance, etc. Donc, pourquoi pas se poser une question fondamentale? Est-ce que mon métier permettrait, avec les dernières technologies, de mettre ça en place et de proposer ça à nos collaborateurs? Ça demanderait certes une grande adaptation de l'entreprise, mais peut-être qu'il y aurait moyen de le rendre possible. Super. Bon, merci. Je vois que l'heure s'est écoulée. Est-ce que Christian et Thomas voulaient dire un dernier mot avant la clôture de ce canapé RH? Thomas? Merci pour l'échange. Je trouvais ça super enrichissant. Voilà. Avec plaisir. Merci d'être venu. Voilà. Merci Jennifer déjà d'organiser tout ça. Je trouve que c'est très important dans cette période où, en gros, tout est nouveau pour tout le monde. Dans le monde RH, tout est nouveau. C'est le monde qui est peut-être le plus bousculé dans cette crise-là. Donc, on doit s'adapter. Il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, on est un peu dans un champ d'expérimentation. On travaille ensemble. C'est pour ça le collectif, c'est important de se donner des tips entre nous, les best practices, un peu ce qu'on a trouvé sur le terrain. C'est un peu comme la science, ça avance tout petit et il n'y a pas une vérité. Voilà. L'échange est super important. Mais en tout cas, merci Thomas.
J'en profite pour te dire un gros merci pour cette invitation. C'était Avec plaisir. enrichissant, c'était chaleureux. Vous voyez, on est Je l'espère. accessible. Vous voyez, on est accessible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. On serait ravis de pouvoir vous renseigner, donc à titre personnel et avec grand plaisir. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez tester nos outils, il n'y a aucun souci. On est là pour ça et voilà, donc Super, c'est un grand Christian. plaisir pour nous. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie tous. Merci Christian, merci Thomas, merci à tous les participants aujourd'hui d'être venus. Comme promis, je vous enverrai le compte rendu et le replay de l'événement par mail. Alors attention parce que voilà, on va faire le pont dès demain. Donc vous le recevrez que lundi ou mardi. J'en suis désolée, mais j'espère que vous aussi vous profiterez de ces jours de vacances. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre canapé RH. Il aura lieu le 7 décembre. Ça sera avec l'entreprise TIL et on parlera de santé mentale, comment prendre soin de ma santé mentale et celle de mes collaborateurs. Donc, je pense que c'est un super sujet pour bien rattaquer l'année 2022, prendre des bonnes résolutions, se poser les bonnes questions. Donc, je vous donne rendez-vous. J'espère que vous serez nombreux. Vous recevrez toutes les informations dans le compte rendu. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et bon courage à tous. À très bientôt. Merci Jennifer, merci tout le monde Au revoir. et à très bientôt. Au revoir. Et Au revoir. Merci, au revoir.